fil de l'art. Au fil de l'art. Au fil de l'art. Vers de nouveaux horizons. L'art et l'architecture nous transportent ailleurs, nous font découvrir de nouvelles formes de pensée. À travers ce podcast, je vous parle des expositions du moment ou de lieux qui m'ont marqué. Peut-être des idées pour vos prochaines excursions culturelles. Aujourd'hui, nous découvrons 3 projets du réseau Altitude à travers les Alpes. L'artiste Aria Roland nous parlera d'une brebis égarée en moyenne montagne. Fanny Rivière nous évoquera des cueillettes dans les bois. Et puis, Lou Lombard nous emmènera vers la haute montagne au plus près des gypaètes. Quête de vivants, espèces végétales et bêtes sauvages seront au cœur de ces projets artistiques. Prenant la forme de vidéos, de performances et de textes illustrés, le travail de ces jeunes artistes nous questionne sur la quête de sens, voire la quête de soi, à travers promenades et glanages en tout genre. On est en compagnie de l'artiste Aria Roland qui a fait une résidence itinérante avec le réseau Altitude à l'automne 2024. Et donc on a la joie de l'entendre pour qu'elle nous raconte un peu comment ça s'est déroulé et quel est l'objet de ce projet. Bonjour, donc moi c'est Aria, j'étais en résidence cet automne et j'ai vraiment pris le terme résidence itinérante au pied de la lettre parce que j'ai fait un grand parcours dans toute la Haute-Savoie et donc j'ai commencé par une semaine à Annecy où j'ai pu rencontrer plusieurs structures du réseau comme Image Passage, Le Point Commun ainsi que l'Artothèque. Et ensuite, donc j'ai traversé un peu la Haute-Savoie de long en large pour avec comme projet de faire un film. Et mon point de départ, le scénario de ce film était assez succinct. C'était l'histoire d'une bergère qui aurait perdu sa brebis. À Annecy, j'étais là. Les dates de ma résidence ont été calées sur les dates de la redescente des alpages. Parce que c'était un peu le point de départ de mon histoire, où la bergère serait, elle, pas redescendue, justement. Elle serait restée en hauteur pour cette quête un peu absurde de retrouver sa brebis, où au final, je voulais qu'on sache plus trop si c'est la bergère ou la brebis qui est perdue. Du coup, dans la deuxième semaine de cette résidence, j'ai pu voir plusieurs lieux, à la fois pour rencontrer d'autres structures du réseau, comme l'Angle, ainsi que la Villa du Parc, par exemple, mais aussi pour tourner des images, pour faire ce film, justement, où je ne cherchais pas forcément à filmer des montagnes spectaculaires, mais plutôt des plateaux, des alpages, avec peut-être les montagnes en fond, mais ce n'était pas le but de magnifier les images. En plus, je tournais avec une petite caméra Panasonic, donc il y a une esthétique de l'image assez vlog, en fait. Parce que la bergère se fait filmer, mais filme également. Donc en fait, je voulais pas vraiment faire un film dans le sens cinématographique du terme film. Je voulais plus faire de la performance filmée, où le geste même de filmer était une action, était une fin en soi. Donc voilà, donc la bergère va filmer et se servir de la caméra un peu comme une longue vue. Elle zoome dans le paysage, elle cherche sa brebis. Et au bout d'un moment, peut-être par ennui, par lassitude, parce que je voulais qu'on sente que le temps s'étire, elle finit par poser sa caméra et passer derrière l'objectif. Et donc là, elle continue un peu à chercher. Et puis au final, ça commence à devenir de plus en plus absurde, parce que elle est très seule. Je voulais un personnage un peu burlesque, à la fois touchant. Et puis en travaillant sur la figure de la bergère aussi, je voulais un peu remettre en question cette image d'Épinal un peu désuète et super romantique, vraiment le cliché de la bergère, et je la voulais un peu encombrer des clichés qu'on a, ainsi que de son costume qui est un peu trop grand pour elle, et voilà, interroger je sais pas où finit cette phrase. Et qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a conduit à penser à cette bergère ? Est-ce que toi, tu as déjà un rapport aux alpages, aux paysages alpins ? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à ton histoire personnelle, ou est-ce que ça peut être, je sais pas, un film, un livre, quelque chose qui t'a conduit à imaginer ce projet ? Alors je pense qu'il y a eu plusieurs portes d'entrée. Moi j'ai grandi au pied du Vercors, donc c'est pas du tout les mêmes paysages et décors que la Haute-Savoie, mais je suis dans des milieux ruraux, quoi. J'ai baigné dans des milieux ruraux, et
Et donc j'ai des amis qui ont fait le choix de devenir bergère justement. Et c'est une question que je me suis posée à un moment. Et en fait, je me suis demandé pourquoi je voulais le faire. Est-ce que c'était vraiment le métier qui m'intéressait ou est-ce que justement c'était pas ce fantasme un peu de la bergère, l'image que ça pouvait représenter. Après, moi, j'ai eu aussi une petite lubie sur Heidi, sur le personnage de Johanna Spyri. Voilà. Et puis ouais, un peu j'ai l'impression que ça devient un peu à la mode, en fait, ces esthétiques-là. Un peu, par exemple, aux abattoirs, récemment, il y avait une exposition qui s'appelait Artistes et paysans. Et voilà, moi, ayant grandi dans ces milieux-là, et quand je suis arrivée en études supérieures aux Beaux-Arts, c'est des choses que j'avais un peu honte. Et en fait, maintenant, ça devient un peu sexy, ce genre de choses. Et c'est des choses qui me posent question. Donc voilà, je voulais un peu questionner ça. Je me trouve maintenant en compagnie de l'artiste Fanny Rivière, donc étudiante l'année dernière encore, je crois bien, à l'ESA, à Annecy. Et elle a été invitée pour un temps de résidence et puis ensuite une restitution à la crèmerie du Plateau d'Assy. Donc elle va pouvoir nous parler de ce projet, de comment s'est passée sa résidence, qu'est-ce qui l'a interpellée sur cette partie du territoire et comment ça va se retranscrire. Donc je suis en résidence à Crèmerie depuis le 4 novembre. J'étais là pour 3 semaines. Je suis arrivée avec l'idée de travailler sur le thème de la cueillette parce que cet été, je suis partie en recherche de champignons avec mon papa et on s'est retrouvés à pas trouver de champignons. Et ça m'a poussée à écrire un texte dessus, sur juste le fait d'aller se promener en forêt, qu'est-ce que ça nous apporte, tout en ayant un but, mais qui n'a pas été accompli, mais ça donne d'autres choses. Et pendant ces 3 semaines, j'ai donc cherché à trouver des témoignages de pratiques de cueillette auprès des habitants et habitantes du Plateau d'Assy. Et pour ça, j'ai fait plein de rencontres. J'avais laissé une petite étiquette avec, sur la devanture de la crèmerie, j'avais mis une affichette où je demandais aux habitantes et habitants s'ils voulaient venir me parler de leurs pratiques. Et donc, j'ai eu pas mal de retours comme ça. Et aussi, je suis allée à la bibliothèque du Plateau d'Assy, qui est tenue par des bénévoles, dont Aloka, qui est une personne formidable, qui m'a accueillie chaleureusement et qui m'a permis de rencontrer aussi plein de personnes comme ça. Et je me suis rendu compte que j'ai pu avoir plein de rencontres et plein d'histoires, et c'est ça qui me plaisait, c'était vraiment parce que les personnes au premier abord, quand je leur posais la question de la cueillette, étaient un peu avaient peur d'être pas vraiment l'expertise, me disaient ils n'étaient pas experts en la cueillette, et moi c'est pas ça qui m'intéressait, c'était vraiment la pratique quotidienne ou la pratique des expériences qui touchent tout le monde au final. Oui, c'était plus la démarche même de la cueillette. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à aller effectivement dans les bois à la recherche de tel ou tel spécimen, on va dire, plutôt comme un acte peut-être de se retrouver ensemble, de presque communier avec la nature. Enfin, il y a peut-être, j'imagine, qu'est-ce qui, pour toi, est devenu le plus apparent en discutant avec ces personnes ? Est-ce que c'était vraiment plus un acte, effectivement, d'être ensemble, comme on irait le dimanche à l'église, finalement, on va le dimanche dans les bois à la recherche des champignons ? Oui, c'est ça. C'était super intéressant de voir toutes ces visions aussi de la cueillette. Et au final, ça a aussi débouché sur d'autres visions de cueillette. Pas cueillette que de plantes ou de champignons, mais aussi la cueillette dans la vie, de ce que ça peut nous apporter, de s'ouvrir et d'apprendre d'autres choses. Enfin, j'ai eu vraiment plein de visions différentes sur ce mot cueillette. Et c'est ça qui m'a plu, c'est que ça m'a aussi emmenée ailleurs. Ouais, on dirait que c'est vraiment attrait à la curiosité, effectivement, aller trouver des choses nouvelles qu'on n'avait pas remarquées avant, et puis le regard sans doute sensible sur des petites choses
très peu visible. Je me réjouis de découvrir ton projet. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la performance alors, je ne sais pas si le projet, c'est uniquement une performance ou une performance et des œuvres qui prennent une forme plus classique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc c'est une performance et ça tourne énormément autour du son parce que pendant ces 3 semaines aussi j'ai écrit des textes, je me suis enregistrée et donc et aussi il y a une peinture parce que pendant ces 3 semaines, moi je suis toujours en train de dessiner en même temps que j'écris, ça me permet de réfléchir et je dessine sur des textiles que je recycle. Toute ma démarche tourne autour de utiliser des choses de seconde main ou des choses biodégradables pas rajouter ce qu'il y a encore sur Terre, qu'on a déjà beaucoup de... Et donc, il y a une peinture, du son, et je récite aussi, je fais une lecture de texte aussi. Je termine avec l'artiste Lou Lombard, qui a effectué une résidence, toujours dans le cadre du réseau Altitude, d'1 mois à Chamonix, à l'hôtel Cosmique, et qui va nous parler de son projet, de ses recherches dans la vallée. Donc je lui laisse la parole. Bonjour. Alors moi, j'ai été invitée au mois d'octobre à l'hôtel des Cosmiques avec le réseau Altitude. Et du coup, dans le cadre de cette résidence d'1 mois, j'ai pu explorer la figure animale du gypaète à travers un projet qui est plutôt multimédia. Du coup, je travaille avec un piège photo parce que je fais de la sculpture et j'écris avec des notions de piège qui peuvent être formelles et des questions plutôt de définition, de folklore et de patois. Et je me suis du coup naturellement dirigée vers le piège photo, qui est un outil qui me permet d'essayer de capturer une apparition animale, mais cette fois qui est fabriquée, qui est plus sous forme d'un masque sculpture, qui est porté dans des architectures abandonnées, comme la gare de la Para, où je suis allée tourner, ou à Valorcine, et d'utiliser des lieux qui étaient vides dans cette saison-là, pour pouvoir aller essayer de capturer un animal produit de toutes pièces dans des territoires où vivent et l'homme et des architectures qui bravent la montagne, mais aussi des animaux. Et qui pour moi ont un intérêt, qui peuvent être catalyseurs de dialogue, de récits, de trous de récits pour le gypaète, où en fait il y a très peu de sources au-delà des premières légendes qu'on a sur son affiliation au diable. Et donc entre mes essais d'esthétique sur l'alpinisme, des livres comme Alpinisme et anarchisme ou le travail de Charles Joastan, j'ai créé une forme qui se déplace, qui me permet de générer une édition avec des écrits poétiques, des images par seconde qui se transformeront peut-être en installation vidéo, avec les sculptures de masques de gypaète que j'ai produites et d'autres figures animales qui interviennent à d'autres endroits du territoire alpin. Et qu'est-ce qui t'a intéressé en particulier dans la figure du gypaète ? Est-ce que tu as fait référence par exemple à la mythologie, son lien avec la figure du diable ? Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a conduit à te concentrer en partie sur cet animal ? Eh ben, c'est un oiseau et en termes de forme sculpturale, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et aussi dans les recherches que je faisais, parce que je m'appuie sur des folklores local, comme on peut avoir celui de la Haute-Savoie qui a été étudié par, comme je disais, Charles Joastan, mais aussi avec des légendes grecques aussi, par exemple, où je ne sais plus qui est le rapporteur de la légende qui fait que Échille aurait été tué par un gypaète barbu qui aurait lancé une tortue pensant la faire s'écraser sur un caillou pour pouvoir la manger, qui est une habitude que le gypaète il a perdue avec les années parce qu'il n'est plus sur ce territoire. Et vu qu'Échille était chauve, il a été confondu avec un caillou. Et puis c'est un animal que j'ai beaucoup côtoyé parce que moi j'habite en lisière du parc des Écrins et que j'ai pu observer des petites, et c'est un vautour de 3 mètres d'envergure qui est nécrophage, et du coup vu que je m'intéressais à la notion de carcasse dans la sculpture, c'est naturellement que j'ai glissé vers cet animal. Et qu'en est-il de ton attrait pour les éléments du monde du sport, que ce soit ce qu'on retrouve à travers tes sculptures, tes installations ? Je pense évidemment à la corde. Est-ce que tu veux un peu développer sur cette partie-là ? Moi, les éléments du sport, ils viennent d'une autre partie de mon vécu qui s'est
qui s'est traduit par des matériaux dans les assemblages que je fais et qui sont du coup des matériaux que je récupère tout au long de l'année, comme par exemple les cordes qui sont réformées en escalade ou en alpi, qui me permettent maintenant de créer du dessin, de créer des nœuds dans les formes et qui permettent aussi de tisser des histoires. Et ces matériaux-là, ils m'ont amené aussi vers des types d'architecture qu'on retrouve en montagne, comme la gare de la Para où je disais que j'ai tourné. Moi, par exemple, plus jeune, quand j'étais à Villard-de-Lans en sport-études, on allait s'entraîner sur la piste de bobsleigh abandonnée de Grenoble. Et du coup, ces éléments-là d'architecture, je me suis intéressée à qu'est-ce qui devenait après. Par exemple, ça peut être des endroits où on va organiser des rave parties, mais c'est aussi des lieux qu'on ne détruit pas, en fait, parce qu'ils sont déjà tellement durs à construire dans leur accessibilité qu'au final, ils deviennent vestiges dans la montagne où ils se détruisent pas. Au final, ils restent un peu suspendus, à moitié utilisés par des jeunes et en même temps à moitié utilisés comme abri. Et du coup, cette notion de petite mort pour des bâtiments, elle m'intéressait beaucoup en termes de poétique et d'archi, quoi. Au fil de l'art. Et retrouvez cet épisode en podcast sur globule.chamonix.radio.